Bonjour à tous, je m'appelle Kevin et je vais donc vous présenter mon rapport d'alternance que j'ai réalisé au sein de la société Air Campus au courant de cette année. Je vais d'abord vous parler un peu de moi. Suite à mon baccalauréat, j'ai décidé de réaliser un CAP pâtissier parce que c'était une passion que j'avais depuis tout petit. Et je me suis vite rendu compte que les contraintes du métier n'étaient pas faites pour moi. Je me suis donc lancé dans un Foundation Degree jeux vidéo et serious game à l'école du Duce Academy à Strasbourg. Et c'est une année au cours de laquelle j'ai beaucoup appris en game design et en développement, mais je me suis beaucoup plus intéressé au développement web, et c'est pour ça que j'ai décidé de poursuivre dans une licence pro développement web, communication et apprentissage. Je vais rapidement vous présenter le sommaire de cette présentation. En premier point, je vais vous parler d'Art Campus, de manière générale. En deuxième point, je vais vous parler des travaux qu'on a pu réaliser au courant de l'année avec l'équipe technique. En troisième, je vais vous parler d'une fonctionnalité en détail qui est le cashback et mon rôle dans son développement. Et en dernier, je vais vous parler de l'injection de dépendance et de l'inversion de contrôle, qui sont des principes de conception destinés à produire des architectures logicielles plus compréhensibles. À propos d'Air Campus, c'est une startup qui a été fondée par Rod Dimitri, Sadoun Lionel et Sandin Casby-Clément. Et elle propose donc une application web et mobile qui va proposer des réductions aux étudiants dans la précarité. Et le but va être de les accompagner tout au long de leur vie étudiante. L'équipe se compose de trois pôles marketing, tech produit et commercial, et dont les chefs respectifs sont les trois cofondateurs. La première fonctionnalité qu'on a été amené à réaliser au courant de cette année a été le système de cashback. C'est donc une fonctionnalité qui permet de reverser une partie de l'argent dépensé par les utilisateurs sur une cagnotte virtuelle, et ils peuvent ensuite les dépenser dans des cartes cadeaux ou des virements. Ça incite donc l'utilisateur à revenir parce que avant l'utilisateur ne venait que pour un code promo ou une réduction, et maintenant il a une cagnotte virtuelle sur le site. Il bénéficie d'un remboursement sur un achat qu'il allait effectuer dans tous les cas, donc ce n'est que bénéfique pour lui. Et toutes les offres cashback sont des offres exclusives négociées par Air Campus. Le deuxième projet a été celui de la refonte de l'application mobile. Donc il y avait déjà une application mobile mais qui a été développée très rapidement et elle présentait donc quelques lacunes autant techniquement que visuellement. Et du coup on l'a retravaillé pour avoir une application plus épurée, moderne. On a du coup retravaillé l'architecture du code qui est beaucoup plus propre et beaucoup plus lisible pour nous. Et du coup, les performances et sa stabilité sont meilleures. À gauche, vous avez donc l'ancienne application mobile et à droite, la nouvelle. Le dernier projet qu'on a pu réaliser est celui du projet monétique ou encore les Card Linked Offers. Le principe va être d'offrir la possibilité à l'utilisateur de lier leur carte bancaire à leur compte Air Campus. Et ensuite, on va pouvoir utiliser des services externes pour récupérer les transactions de l'utilisateur et déterminer si un achat a été réalisé auprès d'un partenaire marchand. Et si c'est le cas, on va pouvoir reverser une partie de la commission sur sa cagnotte virtuelle. C'est un système qui est beaucoup plus fiable, tout simplement parce que le système de cashback marche de base avec des cookies et des plateformes d'affiliation. Et dans ce cas-là, lorsque l'utilisateur utilise plusieurs services comme AirCampus, Joko ou encore StudentBeans ou autres, il est difficile d'attribuer la transaction à la bonne plateforme. Dans ce cas-là, avec la carte bancaire, il n'y a aucun problème. Et c'est du coup un moyen de récompenser l'utilisateur sans action spécifique, tout simplement parce que il peut se retrouver à réaliser des achats dans son quotidien. Et s'il s'avère qu'un de ces achats a été réalisé auprès d'un de nos partenaires marchands, il va être crédité automatiquement sur sa cagnotte et il n'a pas besoin de passer par AirCampus pour bénéficier de quoi que ce soit. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail du cashback et ce que j'ai pu développer, notamment la réconciliation. La réconciliation correspond donc à récupérer les transactions auprès des plateformes d'affiliation. On a décidé de passer par Stracker qui est un agrégateur de plateformes d'affiliation, ce qui nous permet donc de faire des appels à une seule API et non pas à toutes les API de toutes les plateformes d'affiliation avec lesquelles on travaille. Euh, En vous présentant un peu de code, du coup, ici on a la fonction de réconciliation. Donc ici, elle commence par en fait une vérification euh, de la. En fait, on va vérifier que l'API est bien tablée par AirCampus. Euh, pour ce faire, du coup, en fait, on va créer une signature à partir d'un token qui est secret et à partir du body de la requête. Et ensuite, on va comparer celle-ci avec la signature qui a été envoyée dans les headers de la requête. Et si les deux correspondent, du coup, on sait que la requête a bien, la route a bien été appelée par AirCampus. Et si ce n'est pas le cas, on va rejeter une erreur.
Le reste de la fonction va être ici consacré à la réconciliation. Donc du coup, on va récupérer les transactions auprès de ce tracker. On va ensuite parcourir ce tableau et pour chacune des transactions, on va regarder si la transaction existe déjà en base de données. Si c'est le cas, alors du coup, on ne va pas la traiter pour éviter d'avoir des duplicata. Et si ce n'est pas le cas, on va l'enregistrer dans notre base de données, associer du coup la transaction à un utilisateur et reverser la somme sur sa cagnotte. La deuxième partie a été de développer le système de récompense. Ici, je vais vous présenter Lydia. Donc, on offre la possibilité à l'utilisateur de recevoir l'argent sur l'application Lydia. Donc, on va rentrer en détail par rapport sur la fonction de paiement. Ici, du coup, c'est tout simplement un appel HTTP post sur l'API de Lydia. On va récupérer le résultat en JSON et on va regarder le statut de la réponse. Si la réponse a un statut de 100, on sait que la transaction s'est bien effectuée et on va donc renvoyer un succès. Si c'est pas le cas, on va renvoyer une erreur avec le code d'erreur associé. Euh, du coup, par rapport à son utilisation, on va ici instancier la classe Lydia. On va récupérer le token d'autorisation et du coup ici on va stocker le résultat de la fonction MakePayment. On va regarder le résultat de cette fonction et si elle est positive, on va donc créer une transaction dans notre base de données avec un statut validé et ensuite créer une notification Slack nous permettant de garder une trace. Et si le paiement a échoué, on va également créer une transaction dans notre base de données mais avec un statut différent, tout simplement pour un souci d'intégrité des transactions et pour garder les traces des actions de nos utilisateurs. Et on va également du coup créer une notification Slack pour nous informer de l'échec. Je vais maintenant vous parler du coup de l'injection de dépendance et de l'inversion de contrôle. Le but de l'injection de dépendance est de retirer toutes les dépendances du code. C'est-à-dire qu'un objet n'instancie pas les objets dont il a besoin, mais il va les recevoir de manière externe. Il existe plusieurs types d'injection de dépendance, mais ici on va surtout parler de l'injection de dépendance par constructeur. C'est une méthode qui du coup permet de tester unitairement le code, parce que chaque bout de code va pouvoir être testé de manière isolée, sans aucun facteur externe. Ça apporte du coup donc de la fiabilité au code puisqu'il est testé de bout en bout. Dans le cas où on n'utilise pas d'injection de dépendance avec ce code-ci, euh, on va avoir un code qui est fonctionnel dans un environnement de production, mais qui n'est pas testable. Parce que tout simplement ici, si on instancie cette classe et qu'on appelle cette fonction, qui effectue du coup des appels à l'API de Lydia, on ne peut pas la tester parce que dans un environnement de développement, on ne veut pas faire des appels à l'API de Lydia. Ça n'a pas de sens, on ne veut pas réaliser des paiements. Et du coup, pour pallier à ça, on peut utiliser donc la gestion de dépendance. On a donc ici une classe provider qui prend en constructeur un provider qui donc est de type iPayment Processor, qui est donc en fait une interface abstraite qui possède deux méthodes, qui va être MakePayment et GetAuthorization mais elle spécifie juste qu'il va exister deux fonctions, mais du coup abstraites. On ne sait pas ce qu'elles vont faire. Et du coup, en passant par cette classe provider, on ne se limite pas à Lydia. On peut utiliser n'importe quel autre service tiers, tel que Amazon Incentive ou encore PayPal. Cette classe, du coup, ne dépend pas d'autre chose. Du coup, ici, on va créer la classe Lydia, en fait, tout simplement. Et ici, elle bénéficie donc des fonctions de l'interface. Mais ici, elle va avoir une implémentation concrète que je n'ai pas détaillée ici pour des soucis de place. Mais ici, elle aurait du coup les vraies implémentations de, de production. Et on l'instancierait du coup ainsi en faisant un new provider, new Lydia, ce qui nous permet d'avoir accès à ces fonctions. Et en fait, du coup, l'intérêt ici, c'est qu'on peut créer une classe Lydia fake dans un environnement de développement pour pouvoir la tester de manière unitaire. On va pouvoir moquer les fonctions getAuthorizationToken et MakePayment pour en faire des tests du coup isolés. L'inversion de contrôle, c'est en fait donner contrôle à un conteneur et non pas au programmeur. C'est-à-dire que le programmeur ne va pas instancier chacun des objets dont il a besoin, mais il va spécifier à un conteneur comment les objets doivent être créés. À savoir qu'il existe plusieurs formes d'inversion de contrôle, mais l'injection de dépendance en est une. Je vais rentrer du coup de manière plus concrète avec du code.
Dans le cadre de ce cas d'utilisation, on a du coup ici, on va instancier une base de données, donc une base de données Postgre, et ici on va instancier un repository. Donc peu importe ce qu'est un repository, mais en fait on voit ici que ce repository prend une base de données en paramètre. C'est encore une fois de l'injection de dépendance parce que tout simplement ce repository ne dépend pas de la base de données. Il pourrait marcher en fait avec n'importe laquelle, mais il en prend une en paramètre. Et du coup aujourd'hui on a une base de données Postgre. Le lendemain on pourra avoir une base de données MySQL. Il suffirait juste de changer l'instanciation ici et de la passer dans tous les cas en paramètre là, et ce serait pareil. Et du coup sans la version contrôle, on se retrouve à instancier en fait tous ces services à la fin afin d'avoir notre interacteur ici avec le repository et le mapper qu'on a instancié là. Et du coup, on doit tout instancier à la main et les passer en paramètres. Du coup, comme je les ai dit avant, la version contrôle, c'est de spécifier en amont, donc par exemple avec l'aide d'un framework, un conteneur qui va injecter toutes les dépendances nécessaires, donc tous les objets nécessaires au bon déroulement de la fonction. Et du coup, lorsqu'on en a besoin, on va tout simplement récupérer le conteneur qui va injecter toutes les dépendances, donc instancier tous ces, tous ces services et, euh, et les utiliser dans la fonction. Et du coup, on se retrouve avec une seule ligne ici où on va juste faire un container.get la fonction et en fait, il va instancier tout ce dont il a besoin. Et juste, on peut appeler après la fonction sans se soucier de ce qui lui a été passé en paramètre. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention.